Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de la semaine du 17 mars 2014 de Laval et compagnie. Chaque semaine à l'émission, on parle de l'actualité lavalloise sous toutes ses formes, culturelles, communautaires, sociales, politiques, ainsi que le monde des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. Sur cette première page, on peut lire en haut que TV Laval et l'Écho de Laval s'associent. Et en dessous, c'est notre première nouvelle avec Ghislain Plourde, justement, de l'Écho de Laval. Une facture salée pour le déneigement de la commission scolaire de Laval. Oh, tout à fait, Éric. Des frais de déneigement et de déglaçage. Il faut comprendre que la commission scolaire de Laval a 110 bâtiments sur le territoire. Et pour cette année, on prévoit un budget d'un petit peu plus de 654 000 $ pour ces opérations. À titre de comparaison, déplaçons-nous à Montréal, où la CSDM prévoit pour 190 bâtiments cette année investir environ 250 000. Wow! Quelle différence, là! Il y a une bonne différence. Mais est-ce que les accumulations de neige aussi sont différentes puisqu'on est un peu plus dans le nord? Ça doit aussi faire une différence? Quelques facteurs explicatifs donnés par la commission scolaire de Laval. D'abord, il faut faire attention, on met un bémol à ce jeu de comparaison avec Montréal, puisqu'on dit qu'à Montréal, les établissements sont véritablement en milieu urbain et qu'on n'a pas de grand stationnement à déblayer. Hausse du prix de l'essence également, acquisition de bâtiments au parc immobilier ici à Laval. En plus, on justifie cette hausse de la facture par des changements à la réglementation concernant l'entassement de la neige. Ça explique, nous dit-on, du côté de Laval, cette différence. Il faut préciser que dans les 10 dernières années, la CSDL a payé environ 5 millions en déneigement et en déglaçage pour ces bâtiments. OK. Les députés libéraux de Laval disent que le maire de Laval a trop de pouvoir. En préambule à cette affirmation, précisons d'abord que dans la convention actuelle, selon les règlements votés par le gouvernement provincial, le maire de Laval siège également, chapeaute la municipalité régionale de comté, la MRC de Laval, et la conférence régionale des élus de Laval. Ça, c'est la CRE? La CRE. Oui. Puisque Laval a des entités distinctes au niveau de la CRE et de la MRC. Premier préambule. Second, il faut comprendre également que le maire Marc Demers n'a jamais caché ses affinités politiques avec le Parti québécois. Il a d'ailleurs été candidat en 2008. Devait l'être en 2012. S'est retiré pour faire place à Léo Bureau-Blouin dans Laval-des-Rapides. Maintenant, le caucus libéral, récemment, a franchi une étape de plus. C'est-à-dire que, il faut préciser que le caucus est formé des représentants des députés de Fabre, de Vimont, de Mille-Îles et de Chomédé. On a interpellé la ministre responsable de la région, Nicole Léger, en questionnant ce surplus de pouvoir que le maire a en dirigeant également la CRE et la MRC. Réponse du côté de la ministre Léger. Et aussi, du côté du cabinet du maire, on se surprend de ce questionnement du caucus libéral et on se demande pourquoi le caucus n'a jamais questionné ce bien fondé de surplus de pouvoir à l'époque où Gilles Vaillancourt, qui était connu pour ses allégeances libérales, dirigeait la ville de Laval. C'est vrai. Bon, mais ça fait justement un beau lien avec la dernière de ces trois nouvelles. Gilles Vaillancourt, qui en ce moment se prélasse sous le soleil. Oui, où va se prélasser, là, on ne sait pas trop, exactement à quel moment, mais en mars ou en avril, il partira 2 semaines pour le sud, à son condo, probablement en Floride. Il a obtenu donc un assouplissement de ses conditions de remise en liberté. Pour 2 semaines, il va récupérer son passeport. Cependant, il devra fournir un itinéraire de ses déplacements et devra évidemment aviser les autorités 1 semaine avant son départ et devra remettre son passeport au retour de ses vacances. Disons qu'il va prendre un peu de bronzage avant d'être à l'ombre. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah bien, écoutez, pour la suite des procédures, disons, en terminant, que l'enquête préliminaire de l'ex-maire Vaillancourt n'ira pas avant l'automne prochain. Donc, pour évidemment la suite et le procès, faudra attendre encore plusieurs mois. On peut lire Ghislain et ses excellents collaborateurs et collaboratrices dans l'Écho de Laval, sous format papier et format web. Oui, l'échodelaval.ca, des infos fraîches tous les jours. Merci Ghislain. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Aujourd'hui,
au sport avec la belle Sarah Bibot. On parle de hockey, mais plus spécifiquement de l'évolution du bâton de hockey. L'évolution du bâton de hockey, bien sûr. Ça va bien, Sarah? Oui, ça va super bien, toi? Très bien. Écoute, on voit l'évolution à travers les années de l'équipement de hockey, mais on pense pas vraiment au bâton. Je trouve ça intéressant que tu veuilles nous parler de ça aujourd'hui. Oui, bien, ça a évolué quand même beaucoup. L'histoire du hockey aussi embarque un peu là-dedans quand on parle du bâton. C'est normal, hein? C'est un des outils principaux quand on joue au hockey. Donc, si je te disais que les Égyptiens jouaient à un sport semblable au hockey. Les Égyptiens. Les Égyptiens. Oui, ce sont des archéologues qui ont retrouvé des gravures dans un tombeau égyptien qui représentaient des gens qui jouaient avec une balle et un bâton. Donc, on ne sait pas si c'était le hockey, mais les Égyptiens, à l'origine, avaient déjà un sport assez semblable à ça. Sinon, en Europe, il y a les Perses qui jouaient également avec un jeu, avec un bâton, qu'on ne connaît pas le nom. Les Grecs aussi utilisaient un bâton recourbé et une balle pour pratiquer certaines activités. Et les Gaulois pratiquaient le gouret. Donc, le gouret, c'est un sport entre la ringuette et le hockey. Le gouret. Le gouret. Sinon, au 12e siècle, ce sont les Irlandais, ils jouaient au hurling. Pas le curling avec un C, mais le hurling avec un H. Il s'agit d'un mélange entre le soccer, le hockey, la crosse et un peu le golf également. Donc, c'est au début du 19e. Oui, c'est tout un mélange. Okay, donc, le golf, le hockey, le oui, bien, moi, je dis le soccer pour le terrain qu'ils utilisent, le bâton du hockey, de la crosse, c'est mélangé ensemble. Sinon, le golf avec les techniques puis tout ça. Donc, c'est ce sport, le hurling, qui a permis l'apparition tranquillement du hockey au Canada vers le 19e siècle. Donc, le hockey découle du hurling. OK, bon, mais je ne sais bien pas ça. si vous saviez ça, mais j'avais jamais entendu parler de ça. Bien, moi, je l'ai appris en faisant mes recherches. OK. Sinon, l'histoire du hockey. Donc, les historiens ne s'entendent pas trop là, pour dire où le hockey a pris l'origine. Donc, selon l'histoire, on dit que le hockey serait né soit à Montréal en 1837, à Kingston en 1855, ou sinon en Nouvelle-Écosse, soit, attention, à Windsor ou au Dartmouth. Ah, je suis Donc, sûre que c'est à Montréal. Mais on s'entend vraiment pas. Moi, je suis de l'école de Montréal. sur l'endroit. Mais moi, j'aime bien croire l'histoire que le hockey est né en Nouvelle-Écosse, puisque si on se fie à l'origine du premier bâton de hockey, c'est un bâton Micmac. Et les Micmacs, un peuple autochtone qui est situé dans la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, île du Prince-Édouard, dans ce coin-là. Donc, puisque ce sont eux qui ont inventé le premier bâton, qui ont fait la confection du premier bâton de hockey vers 1860, eh bien, j'aime bien croire que le hockey a pris forme en Nouvelle-Écosse. Alors, le bâton, on l'appelait le bâton Micmac. Ce sont les Micmacs, le peuple autochtone, qui jouaient un jeu qui s'appelle, là, attention, je vais avoir vraiment de la difficulté à prononcer, le Ochamkunut. Ben oui, le Ochamkunut. Je ne sais pas si je le prononce bien, je m'excuse à tous ceux et celles qui ont des origines tous les Micmac. Autochtones qui nous Oui. écoutent. Alors, ils jouaient ce sport-là et ils jouaient avec des bâtons de bois qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Alors, le bâton était fabriqué à partir d'un arbre. On utilisait du bois de fer. Ce bois de fer qu'on retrouve dans les forêts québécoises, qu'on retrouve également ailleurs dans le monde, mais il est connu pour ses caractéristiques comme étant très dur. Donc, on utilisait ce bois-là parce que c'était dur et... il devait être lourd à ce moment-là. C'était lourd, oui, c'était lourd. Et ils utilisaient des troncs d'arbres. Ils faisaient attention. Ils essayaient d'utiliser le plus de bois possible. Et un tronc d'arbre pouvait leur fournir environ 5 à 6 bâtons de hockey. Et le bâton, la durabilité, pouvait durer jusqu'à 3 ans. Comparativement, aujourd'hui, une moyenne de 2 matchs, 3 matchs, un bâton... Ah oui, tant que ça! Oui, Ah, environ Dieu, 3 ans. Je savais pas ça du tout. Et c'est ça, donc les bâtons étaient lourds, étaient souvent gravés aux pensées des pratiquants, au nom de leurs équipes, et ils étaient le fruit d'une analyse poussée, justement, comme je viens de le dire, pour faire le plus de bâtons possible en un tronc. Ensuite, l'industrie du bâton de hockey, parce que ça, c'est tout au tout début. Mais sinon, lors de l'arrivée de la Ligue nationale de hockey, l'arrivée des différentes ligues professionnelles, on a mis au début du siècle, c'est ça, au début du 20e siècle, l'industrie des bâtons de hockey s'est développée. Et c'est l'industrie dans la communauté ontarienne, une industrie du nom de Hespler. C'est Jacob Hespler, qui était homme d'affaires prospère dans la région, qui a été le premier à fournir des moulins à scie pour se mettre à la fabrication des bâtons de hockey. Et puis, les bâtons, à l'époque, étaient composés d'environ 2 ou 3 pièces et ils étaient vendus, attention, 45 sous la douzaine.
C'est sûr que oui, 45 sous la dizaine. C'est sûr que c'était des bâtons Ça, c'est en de quelle bois. année à peu près? Vers les années, début du 20e siècle, les années environ 20-30 dans ce coin-là. OK. Donc, Au début de la Ligue nationale. Oui, c'est ça? dans les débuts de la OK, Ligue OK. nationale. Ben non, la Ligue nationale a C'était commencé... après, hein? En tout cas, ça, c'est une autre Au histoire. début que le hockey commençait à être populaire. Bon, vers 1920-1930. Et à partir de 1930 et 1940, ce sont les bâtons à 3 pièces, 2-3 pièces qui étaient utilisés unanimement dans la Ligue nationale. Et là, la question que je suis sûre que tu te poses en ce moment, là, qui a courbé la palette? Oui, c'est tout à fait ça que C'est je suis en sûr, train de demander. je savais et j'arrive Franchement, tu lis maintenant. dans mes pensées. J'arrive à l'instant avec la réponse. Donc, dans les années 50, c'est l'attaquant centre des Blackhawks de Chicago, Steve Mikita, qui est considéré comme étant le premier qui ait recourbé sa palette. Lui, il paraît qu'il se pratiquait au hockey et puis que sa palette avait brisé. Et donc, en ayant une palette brisée, il s'est rendu compte que c'était plus facile de malayer la rondelle. Et lorsqu'il y a eu un bâton qui était retrouvé au naturel, là, qui n'était pas brisé, il trouvait des techniques pour courber la palette. Il mettait dans l'eau, il mettait un poids lourd dessus, donc pour faire courber la palette. Et lui et Bobby Hall, qui l'a suivi pas longtemps après, ces deux joueurs, puisqu'ils avaient beaucoup de prestige dans la Ligue nationale, ils étaient très bons. Donc le bâton en palette courbée a fini par être accepté officiellement dans la Ligue nationale. Sinon, c'est Wayne Gretzky en 90 qui avait signé un contrat avec pour utiliser le HXP 5100, un bâton en aluminium, puisque le joueur était très prestigieux. Il a permis également l'arrivée du bâton aluminium dans la Ligue. Et vite, vite, en terminant, un petit fait qui me désole. Bien, dans le fond, c'est normal, là, mais depuis 2010, il n'y a plus aucun joueur qui joue avec un bâton de bois dans la Ligue nationale de hockey. C'est pour Eh ça oui. qu'il dure 2-3 jours, pour 2-3 ça. games et c'est tout. On a perdu le bois. Merci beaucoup. Mais Sam. pas de problème. C'était fort intéressant, merci. Bien, bienvenue. Les Québécois sont les plus grands consommateurs d'eau au monde. Juste l'Ontario consomme 50 de moins que nous, imaginez. Notre prochain invité pourrait vous donner la possibilité d'économiser jusqu'à 80 000 litres d'eau par année. Sa compagnie a pour nom Econo. Il est directeur technique, Claude Chevrette. Bienvenue à Laval et compagnie. Ce sont des chiffres qui glacent le sang quand on sait jusqu'à quel point ici, au Québec, on consomme de l'eau. Je vais donner un chiffre comme ça en passant. 776 litres par jour, par personne. C'est 41, vous savez, les bouteilles d'eau, là, 18,9 litres, c'est 41 cruches comme ça par jour. Oui, effectivement. Incroyable. C'est 400 000 litres d'eau par année par famille, en moyenne au Québec. Alors, c'est de l'eau. Et c'est de l'eau que la majorité, 98 en fait, on utilise. On ne consomme pas vraiment. Il y a à peine 2 qu'on consomme. Vous voulez dire celle qu'on boit ou qu'on utilise dans la cuisson? Dans la là, cuisson? c'est même pas 2 là. Donc, 98 c'est de l'utilisation. Complètement inutile d'avoir de l'eau potable, finalement, pour utiliser, là, que ce soit les toilettes, entre autres. Là. C'est plus de 30 de l'utilisation. Là. C'est vrai que ça n'a pas de sens qu'on utilise de l'eau buvable pour envoyer nos déchets. Et voilà. Econo, c'est un récupérateur d'eau de pluie. Oui. Ça fait longtemps que ça existe? Depuis 2010, on a conçu l'entreprise là, pour des systèmes de récupération. C'est pas c'est plus loin que le baril qu'on met sous la chute de la gouttière, là, finalement. C'est pas ça du tout, en Non, fait. c'est un système souterrain où on peut entreposer et accumuler beaucoup plus d'eau pour l'utilisation. On peut sauver de 25 à 80 d'eau par année, par famille. De notre utilisation en récupérant juste l'eau. L'eau de pluie. Est-ce qu'il faut refaire la plomberie à ce moment-là? Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une eau consommable et une eau qui est moins potable, en fait. Effectivement, mais on a un système, nous, qui gère les deux réseaux, c'est-à-dire l'eau de pluie, en priorité pour les accessoires tels que la toilette ou l'irrigation. Ensuite, elle va gérer le réseau municipal, entre autres, là, en cas de manque d'eau durant l'hiver. Donc, mais il n'y a pas de croisement. C'est accepté par le gouvernement, c'est accepté par le Code de bâtiment, aucun problème. Donc, c'est un réservoir qui va être quoi? Souterrain, j'imagine? Oui, exactement. On garde l'eau sous terre, ça gèle pas l'hiver, c'est frais, c'est propre, c'est facile à entreposer et utilisable très facilement. Et on prend quoi? J'imagine qu'on branche ça sur les gouttières, Oui. entre autres? Effectivement. À la chute de la gouttière, on capte l'eau, elle est filtrée, elle est entreposée dans le réservoir pour ensuite être pompée pour les utilisations.
Et vous, ça fait quoi? Depuis 2010 que vous avez ce système-là? Exactement, oui. Est-ce qu'il est comparable à d'autres systèmes sur le marché ou il est un peu particulier, justement? Bien, il est comparable à ceux qui se font en Europe ou en Australie. C'est en fait une copie, mais adaptée au climat et aux normes et règlements du Québec ici, finalement. Parce que la grande différence, c'est qu'ici, ça gèle. Ailleurs, il y a des pays où on récupère l'eau de pluie où ça gèle pas. Effectivement, effectivement. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire, j'imagine? Il faut enfouir le réservoir plus creux. C'est la seule contrainte. Donc, on enfouit en 6 pieds, 2 mètres environ. Il faut que le fond soit au moins à 2 mètres. Donc, l'eau, elle se conserve très, très bien. Là. Et ça coûte combien, s'installer un système comme ça? Parce qu'il doit y en avoir, j'imagine, de différentes grosseurs aussi. Définitivement. Ça commence à 1650. Exemple, pour une ville comme Laval, une banlieue, on peut enfouir un réservoir dans le parterre en avant. 1650 à part l'installation. On peut compter 300 à 500 $ pour l'installation. Ça se fait dans une journée, j'imagine? 2 heures. 2 heures? 2 heures, c'est fait. Et vous êtes autonome. C'est-à-dire que vous pouvez arroser, entretenir le jardin, la maison à l'extérieur, les véhicules aussi. Là. Et Ville de Laval donne une subvention si on installe ce type de système-là. Effectivement. 70 $ pour un récupérateur d'eau de pluie. Ça, c'est la subvention de la Ville de Laval. Mais il y a aussi le programme Éco-Rénov du gouvernement du Québec. 20 % en crédit d'impôt sur l'achat et l'installation d'un système souterrain. Et est-ce que c'est débutant, je dirais, cette mode de récupération d'eau pluviale? Parce que, bon, on fait du compost, on recycle, mais l'eau, c'est pas encore tout à fait ça encore. C'est beaucoup, disons, de l'éducation aux Québécois, hein, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Effectivement, on utilise l'eau là à outrance, et maintenant, il faut, disons, éduquer ou enseigner aux Québécois là, que ça se fait dans d'autres pays et que ça peut se faire très bien aussi, même si on a beaucoup d'eau. Est-ce que c'est seulement un système qui serait pour des maisons, donc du domiciliaire, plutôt que du commercial ou de l'industriel? Non, on a des entreprises aussi qui utilisent les systèmes de récupération d'eau de pluie. Il y a des cégeps, par exemple, à Sept-Îles. Il y a le planétarium de Montréal, le nouveau planétarium, qui est un système de récupération des eaux pluviales aussi. De plus en plus, là, les entreprises sont sensibilisées à ça. Oui. Et je suis étonné que ça ne se soit pas fait avant, d'ailleurs. Non, hein, effectivement. 80 000 litres d'eau, c'est parce qu'il y a plus pas mal pendant l'année ou c'est une moyenne, une année normale, en fait? C'est une moyenne au Québec. Il y a des régions, c'est environ 750 mm par année. D'autres régions, c'est 900, presque 1 mètre d'eau par année qui tombe. Donc, dépendamment de la région, la superficie de la toiture, on peut calculer le nombre de litres d'eau que vous êtes en mesure de récupérer. Ça vous tente pas de récupérer la neige, faire de l'eau avec? La neige, oui. Vous feriez de l'argent? On en a eu pas mal, On a eu pas mal, c'est vrai, effectivement. Alors, si on veut des informations, on peut passer sur le web. Hein? Effectivement. Econo.com, ECONEAU.com. Puis sinon, il y a des êtres humains, il y a un numéro de téléphone où on peut appeler. Effectivement. 1-800-1855-806-6328. Puis est-ce qu'on peut avoir une estimation gratuite de ce que ça pourrait nous coûter, un système comme celui-là? Effectivement. Par courriel, on donne des soumissions à partir de plans même, parce qu'il y a de nouvelles constructions. À partir des plans, on peut faire une soumission. Puis c'est une invention québécoise? Non, c'est une copie des systèmes européens et australiens ajustés ici. Ajustés au climat. Au climat. Oui. Claude Chevrette, ça m'a fait plaisir. Bien, merci beaucoup, M. Rémy. Et puis, bon succès avec Econo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, à la chronique Pagmal, nous recevons les deux fondatrices de la compétition de danse Bravissimo, Véronique Dabaté, et Isabelle Bélanger. Bonjour. 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 Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de la compétition et de qu'est-ce que ça fait dans la vie. Donc, je voudrais vous demander, qu'est-ce qui a motivé la création de cette compétition-là? Bien, en fait, moi et Isabelle, on est des amis de longue date, puis on est dans le milieu de la danse. On a assisté à plusieurs compétitions de danse. Puis, avec l'expérience qu'on a pris à amener nos propres élèves dans les compétitions de danse, on a eu l'idée de monter un événement qui nous correspondait, puis avec certains éléments là, qu'on voulait ajouter là, pour promouvoir le milieu de la danse. En fait, étant donné, c'est ça qu'on participe à d'autres compétitions avec les écoles, avec les élèves qu'on a ensemble, on voyait les avantages et les désavantages de chacune des compétitions. C'est qu'on s'est comme pris des notes un petit peu de ce qu'on aimait dans chacune des compétitions, puis on essayait de monter quelque chose. Au Québec, il n'y en a pas énormément de compétitions de danse. Fait qu'on avait envie de toucher à ça aussi, puis de le mettre à notre sauce un petit peu, là, avec tout ce qu'on avait aimé, dans le fond, des autres compétitions auxquelles on avait participé. Là. Puis qu'est-ce qui vous différencie, on pourrait dire, des autres compétitions?
Mais en fait, je pense qu'en gros, nous, on voulait un aspect vraiment professionnel. Tu sais, on voulait donner aux élèves, même amateurs, la chance de participer dans un cadre professionnel. Donc, dans chacune de nos catégories, les jeux sont spécialisés. Par exemple, comme en ballet classique, on a 3 spécialistes en ballet. En hip-hop, on a 3 spécialistes en hip-hop. Pour nous, c'était vraiment important. C'est important pour nous d'avoir une belle salle de spectacle, pour que les élèves aient un bon plancher de danse, un tapis de danse et tout, pour tous les styles. Donc, je crois qu'en gros, ça nous différencie des autres compétitions. Ça, puis au niveau des bourses aussi, souvent, dans les compétitions auxquelles on a participé, les bourses sont données en fonction du nombre d'inscriptions. Si c'est un chèque, mettons, de 500 $, mais s'il y a tant d'inscriptions de fait, nous, peu importe le nombre d'inscriptions, la première place dans chacune des catégories, le montant ne varie pas, là, et on a des grosses bourses en argent qui vont de 750 $ à 2000 $. Pour les écoles de danse, ils travaillent fort pour présenter des bons numéros. C'est intéressant pour eux d'aller chercher un bon montant d'argent pour pouvoir peut-être le réinvestir dans leur formation ensuite. Là. En fait, même à la base, on avait des petites bourses. On a commencé comme ça avec des petites bourses pour tous les groupes. Puis au final, on s'est dit, ben en fait, c'est dommage pour un groupe qui gagne comme une petite bourse en argent. On en donnait plusieurs petites bourses en argent, puis on a préféré en donner des plus grosses, en fait, pour qu'une école de danse ait comme un bon 2000 $. Ben, tu sais, il y a moyen de se payer un stage, il y a moyen de se payer des vêtements, il y a moyen de se payer des trucs vraiment pour les encourager dans le milieu de la danse. Donc, on a jugé que c'était plus profitable pour les écoles de danse, pour les studios. Effectivement, effectivement. Donc, ça existe depuis 2011, puis on est en 2014, bon, on le sait. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, ça soit aussi populaire, qu'il y ait de plus en plus de monde qui participe à votre compétition? Des compétitions québécoises, il y en a beaucoup au Québec quand même, quelques-unes qui viennent, mais souvent, c'est des compagnies de l'Ontario, d'extérieur à travers le Canada. Mais vraiment, des compétitions québécoises, il n'y en a pas beaucoup ici. Ça fait que je pense que les gens d'ici apprécient de pas être obligés nécessairement. C'est le fun d'aller à l'extérieur, là, puis de faire des voyages aussi, mais d'en faire aussi dans notre coin. Oui, c'est intéressant pour les écoles aussi, là, d'avoir quelque chose près d'eux, puis toute l'équipe est d'ici, dans le fond. Peut-être aussi l'aspect bilingue. On a vraiment... On est aussi francophone. Souvent, dans les compétitions qui viennent de l'extérieur, c'est difficile de se faire servir en français. Donc, nous, on essaie de au moins apporter un aspect francophone à notre événement. Les deux, en fait, on veut vraiment s'adresser aux deux. Là. Absolument. Puis qui est-ce qui peut participer? Est-ce que c'est juste des écoles de danse? Parce que vous me parlez beaucoup d'écoles de danse, mais est-ce que des gens qui ne sont pas... qui font pas partie d'une école pourraient participer? Oui. On a des danseurs indépendants, en fait, qui décident qu'ils ont une formation en danse, mais qui ne font pas nécessairement partie d'un studio, qui décident de s'inscrire, dans le fond, de façon indépendante. Oui, des fois, même, il y a des élèves qui font partie de sport-études dans des écoles partout, puis les parents les inscrivent, d'eux autres même, dans le fond, ils ont des numéros de prêt, ça fait que ça pourrait être même, on a déjà eu des groupes d'amis qui s'étaient formés, une petite troupe de danse qui pratiquaient chez eux, puis ils se sont inscrits, dans le fond, le plus petit groupe, pas le plus petit groupe, mais les plus jeunes, dans le fond, la première catégorie, c'est 7-11 ans. Donc, techniquement, à partir de 7 ans jusqu'à... Oui, on a déjà eu des adultes. De plus en plus, il y a des adultes qui s'inscrivent. C'est intéressant. Là. C'est merveilleux. Puis, est-ce qu'on peut encore s'inscrire à partir de présentement ou est-ce que les inscriptions sont terminées? Non, la date d'inscription est terminée. Notre horaire est déjà sorti, donc... Ça va être pour l'année prochaine, en 2015. Donc, la compétition est du 21 au 23 mars. Exact. Oui, le 21, c'est tous les solos, duos, trios. Durant la journée du 21, ça commence à partir de 14 h, puis jusqu'à 23 h. Je sais que le 23, il y a votre spectacle final. Oui. Puis, donc, c'est au coût de 5 $. Est-ce que c'est ça? Oui, exact. OK. Donc, merci. En fait, si on veut plus d'informations, je sais que vous avez une page Facebook. Oui, on a aussi un site Internet. C'est le www.competitionbravissimo.com. Puis, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. On a un compte Instagram, on a une page Facebook. Si vous voulez voir les informations, on poste des photos, on poste toutes les informations sur la compétition. C'est merveilleux. Donc, on va vous suivre, puis on va y aller à votre compétition pour voir les talents québécois en danse. Donc, merci. Merci.
notre chronique beauté, Odile Chevassu nous parle des nouveautés beauté. Si cela est possible, on a l'impression que tout existe, mais il y a toujours des nouveautés. Il y a toujours des nouveautés, soit dans les tendances, dans les produits. La prochaine chronique, je vais te parler des tendances maquillage, aussi printemps, parce qu'évidemment, chaque saison, on a des nouveautés. C'est comme les vêtements. Bien, tout à fait. Et dans les produits, il y a toujours aussi des nouvelles textures, des nouvelles couleurs, plein de trucs nouveaux. Okay. Alors, tout de suite en partant, je te parle de Lise Wattier. Lise Wattier, elle avait sorti un produit avec le thé du Labrador. Alors, c'est très antioxydant. Ils ont fait des belles découvertes avec ce produit-là. Donc, elle a fait une gamme complète. Et là, le dernier nouveau-né, c'est le sérum boréal. C'est quoi exactement? Bien, c'est un sérum. C'est un sérum comme les sérums sont populaires maintenant que tu mets avant tes crèmes de jour ou de nuit. Le sérum a beaucoup d'actifs, concentrés en actifs, donc qui prépare ta peau, qui absorbe, qui donne beaucoup de nutriments à ta peau. Et évidemment, là, avec le thé du Labrador qui contient beaucoup d'antioxydants. Excellent. C'est toujours des bons produits, les Wattier. Oui, tout à fait. On se trompe pas avec Puis ça. on l'aime, hein? On Chez l'aime. nous, on l'aime. Mais c'est des produits qui durent longtemps, en plus. Tu achètes un petit contenant et tu en as pour longtemps. Oui. Dans les produits qu'on aime, il y a Clarins aussi, toujours avec ses produits plantes et tout ça. Ils viennent de sortir un nouveau produit. C'est pour la femme de 50 ans et plus, donc la femme qui est préménopausée ou ménopausée. On sait qu'à cet âge-là, bien, les hormones descendent, notre peau a un relâchement. Puis, alors donc, c'est un produit haute exigence jour de Clarins. Alors, pour la perte de densité, le relâchement cutané, donc préménopausée, ménopausée, 50 ans et plus. Excellent. On continue d'être dans les nouveautés. Olé, tu as 3 produits de la nouvelle collection. C'est Régénéris Luminous. Alors, il aide le renouvellement de la surface de la peau. Donc, quand tu as des petites taches brunes, ça les aide. En 8 semaines, tu vois un éclaircissement. Okay. Alors, tu as la crème nettoyante, tu as le soin des yeux et évidemment la crème perfectrice de teint. Quand tu dis soin des yeux, c'est la petite crème... OK. Bien, parce que tu sais qu'on ne met jamais nos crèmes ou nos soins, on ne les met jamais sur la peau des yeux. Hein. On fait toujours le contour des yeux. La peau en dessous des yeux est toujours plus fragile, sensible, donc ça prend vraiment un soin spécifique pour ton contour de l'œil. Alors, tu as le beau trio ici de Olé. Avant, je l'ai mis ce matin. Alors, c'est une base hydratante pour tes cils. Si on hydrate notre peau, on hydrate notre corps, on hydrate nos lèvres, souvent on oublie d'hydrater nos cils. On hydrate nos cheveux. On hydrate nos cheveux aussi. Alors, les cils qu'on maquille et démaquille tous les jours, on a besoin de les hydrater. Alors, tu peux le porter évidemment en dessous du mascara ou tu peux le porter tout simplement naturellement. Il sépare tes cils. Okay. Je l'ai mis ce matin, par contre, de le porter naturellement, on voit un petit peu de blanc. C'est là, tes cils un peu plus pâles. Donc, moi, je suggère que tu le portes en dessous du mascara. On peut en mettre tous les jours avant tout notre à fait, mascara. tout à fait. Un bel hydratant. Alors, chez Sephora, j'aurais pu te faire une chronique juste chez Sephora, tellement qu'il y a de nouveautés beauté qui sont agréables. J'en doute pas. Alors, chez Sephora, ici, tu as un beau petit gel avec une brosse. Alors, tu as la brosse qui fait l'exfoliation en même temps. Je te laisse pour toucher. Le visage, ça? Oui. Ah, Tu vois, wow, c'est le fun! Oui. La brosse, m'attendais pas à ça. une brosse de silicone souple. Fait que ça fait un petit exfoliant. Fait que tu n'as pas besoin, tu sais, des fois, de le mettre sur, justement, on exfolie toujours notre peau. Alors, tu as le 2 en 1 directement. Ah, bien, c'est super. Ça, c'est le fun. Oui, tout à fait. Chez Sephora, toujours, tu as les trousses de pinceau. Alors là, tu as une multitude de trousses de pinceau pour le printemps. Tu t'amuses, il y en a plein. Voyage, etc. Tu as la trousse ici aussi pour les ongles, cils. Oui, ça, c'est la trousse de manicure. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et on aime la couleur aussi. Ben oui, très j'adore. pétillant. Alors, tu as tous les pinceaux à l'intérieur. Et dépendamment de ce que tu aimes travailler avec aussi, tu sais, tu as des grosseurs de pinceaux. Si tu voyages beaucoup, bien, tu peux prendre de petites trousses voyage. Alors, moi, très tu vois, fun, c'est très beau, en plus. Oui, ce matin, j'ai utilisé celle-ci parce que, comme je te disais, on a oublié mes valises. Si t'arrives de Miami, disons-là, c'est pour ça que tu as un teint resplendissant. Un petit teint santé. Oui. Alors, ce matin, tu vois, j'ai voulu la replacer. Tu vas voir, j'ai utilisé, tu vois, ici, celui-ci, pour mon
pour ma ligne de sourcils, alors en biseau. Tu vois que la gamme est plus complète, ceci. Et tu peux mettre tes produits aussi. Alors, tu as la trousse super le fun pinceau. pour voyager. Oui, exactement. Et moi aussi, j'adore les petits pois. Il y en a dans plusieurs produits, dont les rubans à cheveux aussi de Sephora. Tu les as en petits rubans cheveux ou bandeaux. T'en portes un, d'ailleurs. Ça te va très bien. Bien, t'es gentil. Mais tu sais, aussi, pour ce matin, là, j'avais pas le temps de me coiffer. Oups, j'ai mis le bandeau, je l'ai mis. Pas besoin, j'ai mis un petit peu de gel dans mes cheveux, un petit coup de lac. Et voilà. Sans que ça soit trop étudié, là. C'est ça qui est le fun avec ces petits bandeaux-là. Oui, puis tu traînes ça dans ton sac à main, tu finis le bureau, tu as juste besoin de changer de look, tu veux aller un petit 5 à 7, tu mets un petit bandeau, tu attaches le cheveu, tu fais une petite queue, ou c'est facile à jouer puis à changer de look en 5 minutes avec ça. Puis encore là, les couleurs sont très tendances. Tu as vu le petit vert, le petit pois encore qui est très présent. En cas de bad hair day, comme on dit en anglais. Oui, facile, facile. Chez Sephora, toujours, tu as la palette ici, Z palette. Alors, j'imagine que je t'intrigue avec ça. Oui, tout à fait. Petit... tu peux coller et fabriquer ta propre palette de maquillage. Tu choisis tes produits de maquillage, tu les installes dans ta palette et voilà ta palette complète de tes produits que tu utilises au quotidien. Tu t'en vas en vacances. Puis tout est accessible dans cette petite palette-là. Oui. C'est vraiment le fun. Pour terminer, je te présente Schwarzkopf. Évidemment, une belle ligne aussi qu'on connaît, qu'on aime, Got to Be. Des lacs qui sont anti-frisottis, qui enlèvent l'humidité à 90 % et une petite mousse aussi dans les nouveautés qui sentent très bonnes. J'aime beaucoup les odeurs, tu le sais. Alors, je ne les ferai pas sentir ici en studio, mais c'est des fragrances agréables et des produits surtout de qualité. Bien, merci beaucoup, Adil. Merci. Le cinéma hollywoodien, c'est bien beau, mais parfois, c'est le fun de s'intéresser au cinéma d'auteur ou du cinéma des autres pays. Et justement, Marie Kiroir est avec nous aujourd'hui pour nous parler du Ciné-Club Laval à la salle André Mathieu, qui nous présente justement des films d'ici et d'ailleurs. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour Ça va? Oui. Donc, Ciné-Club Laval présente justement des films là, qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir dans les grandes salles, j'imagine. Oui, bien tout à fait. Surtout à Laval, c'est des films qui ne sont pas présentés là, dans les grandes salles comme au Colossus ou dans les cinémas Guzzo. Des films qui sont présentés souvent à Montréal, Cinéma Excentris, Beaubien, au Clap à Québec. Souvent des salles de cinéma, comme tu disais, d'auteurs ou des films étrangers. Il y a des films, des fois, il y a des films au Ciné-Club à Laval présentés qui sont du Québec. Mais là, pour les prochains qui s'en viennent dans les prochaines semaines, c'est vraiment des films de d'autres pays. Des fois, c'est ça, des films qu'on n'a pas l'occasion de voir ou vers lesquels on ne serait pas nécessairement attiré d'emblée juste en lisant ça parce qu'on se dit, je sais pas. Ça a l'air très ordinaire, c'est ça. Ouais, c'est pas nécessairement ça, mais souvent, ce qui nous rebute, c'est le fait que ça soit dans une langue étrangère. Souvent des films avec des sous-titres. Mais vraiment, les histoires sont tellement poignantes. Puis des fois, les sous-titres, il faut s'y habituer, c'est sûr, mais quand on rentre là-dedans, puis d'écouter, moi, ce que j'aime surtout de regarder des films dans une langue étrangère, c'est d'entendre la musique, la musicalité de cette langue-là. Puis ça nous plonge vraiment plus dans la culture que si on regardait le même film en version doublée, par exemple. Quoique. Vous pouvez regarder un film chinois en version française aussi. Mais ça dépend dans quelle langue. Il y a des langues qui sont plus oui, mais quand même, justement, dérangeantes que d'autres. Peut-être. Question de goût. Peut-être, oui, c'est ça. Mais bref, ce qui s'en vient, en fait, très prochainement, bien là, le premier film, c'est un film français. Donc, vous n'aurez pas trop de difficultés à comprendre. C'est le film Grand Central de Rebecca Zlotowski, qui est un film, c'est tous des films récents là, de 2013, un film très percutant, un film avec Tahar Rahim, qui est un jeune acteur qui avait joué entre autres dans Le Prophète, grand film, et Léa Seydoux, qui a joué dans La vie d'Adèle, ce film dont on a beaucoup parlé, l'histoire d'une relation de couple lesbienne, bref. Grand Central, c'est d'autres choses, ça se passe dans une centrale nucléaire en France. Et là, on voit le quotidien de ces travailleurs-là qui sont prêts à accepter un peu n'importe quel travail pour l'argent, mais ils travaillent proche là, du nucléaire. C'est un travail très dangereux. Ils sont toujours en combinaison et la moindre petite fissure, ça peut provoquer là, une irradiation qui peut être très, très dangereuse, vraiment. Donc, on a ça dans le film, tout ce côté-là du quotidien de ces travailleurs dans des centrales nucléaires et une histoire d'amour entre un jeune qui vient d'arriver à la centrale et une fille qui est la copine du patron
de ce nouveau jeune-là. Donc, typique, le pauvre et la riche qui se rencontrent. Ben, elle n'est pas riche, elle travaille à la centrale. C'est juste que c'est la copine du patron de l'équipe du nouveau jeune, en fait. Fait que c'est une relation un peu interdite. Mais bref, c'est un film très, très percutant, surtout pour ça, ce côté-là. Moi, ce qui m'a frappé, ce quotidien-là des gens dans une centrale nucléaire, j'en revenais pas c'est terrible. Qu'on autorise des gens à travailler comme ça. Bref, Grande Centrale est présenté le 17 mars à la salle André-Mathieu à 19h30. D'autres choses, un autre film totalement... Le 31 mars. Oui, le 31, Inside Llewyn Davis, des frères Joel et Ethan Coen. Les frères Coen, film américain. Américain. Coproduit avec la France? Oui, les frères Coen coproduisent souvent avec la France. C'est des Américains qui ont fait Fargo, No Country for Old Men, The Big Lebowski. Des films qui ont quand même marqué le cinéma américain, mais plus dans ce qu'on considère le film indépendant plutôt que les gros studios Hollywood. Mais quand même, Inside Llewyn Davis, c'est l'histoire d'un jeune chanteur folk. Ça se passe en 1961 à Greenwich Village, à New York. Un chanteur pour qui ça va pas très, très bien. On sait que c'est difficile de gagner sa vie avec la musique. Puis lui, ben ça marche pas. Il tente de vendre sa musique, mais il est un très bon chanteur. Style Bob Dylan. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à Bob Dylan à la fin du film. Je vous dis pas comment, mais... donc, cet acteur-là est joué par Oscar Isaac, qui est d'abord un chanteur qui est devenu acteur d'origine guatémaltèque, donc qui interprète lui-même les chansons dans le film. C'est vraiment très, très intéressant. Peut-être pas le plus grand des films des frères Coen, mais vraiment intéressant. Donc, vous voyez ça, Inside Llewyn Davis, le 31 mars. Donc là, on a fait France, États-Unis. États-Unis, là, on s'en va en Chine. Chine-Japon. Oui, c'est une coproduction Chine-Japon, mais ça se passe en Chine. Le film est chinois. Ça s'appelle, en fait, ça se passe sur le territoire chinois. A Touch of Sin. C'est l'histoire de 4 personnages qui sont dans 4 provinces différentes de la Chine. Et ça se passe dans la Chine contemporaine et ça nous démontre tous les bouleversements qu'il y a en Chine en ce moment avec l'énorme développement économique qui se passe et qu'on qualifie de brutal parce que ça bouleverse les vies de plusieurs personnes. C'est le seul que je n'ai pas vu dans la liste, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. A Touch of Sin, un film justement qui nous montre une réalité très, très loin de la nôtre. Mais en même temps, on sait que la Chine, c'est une grande puissance mondiale, le pays le plus peuplé au monde. Qui brasse énormément. Donc ça, c'est le 7 avril. C'est le fun parce que c'est un cours d'histoire en même temps. Oui. Puis ça fait voyager, puis c'est exactement. cher. Et on termine avec 28 avril. Le point culminant. C'est mon film coup de cœur des derniers mois, vraiment. La Grande Bellezza, film italien qui a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère tout récemment. Oui? OK. Il a remporté c'est un de ses nombreux prix. Elle a gagné aussi le Golden Globe pour la même catégorie. Plein de prix à l'international. C'est Paolo Sorrentino qui a réalisé ce film. C'est un jeune Italien dans la quarantaine. La Grande Bellezza, ça raconte l'histoire d'un homme qui célèbre ses 65 ans. Un homme qui vient de la petite bourgeoisie italienne, un intellectuel, critique, journaliste, qui a écrit un roman dans sa vie et pas plus. Et c'est un homme qui vit dans la fête, dans le party tout le temps. Et là, il arrive à 65 ans et il réalise que peut-être que sa vie n'est pas exactement ce qu'il aurait aimé qu'elle soit. En fait, il se questionne sur la trace qu'il va laisser. Et c'est tout un questionnement un peu philosophique, social, politique. On réfléchit sur ce qu'est l'Italie. Ça se passe à Rome, des images superbes, de la musique incroyable dans ce film-là. Vraiment, là, ça, c'est... Ne manquez pas ça, La Grande Bellezza. Allez voir ça, 28 avril. La Grande Beauté, en français. 28 avril à 19h30, toujours au Ciné-Club. Et il faut rappeler que le Ciné-Club, là, c'est vraiment pas cher. Les billets, 6,50. 6,50, étudiants, 5 $. C'est pour voir des films de cette trempe-là, sur grand écran, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ouais, merci vraiment. beaucoup, Anne. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Notre invitée est presque devenue une habituée de Laval et compagnie. Elle est directrice du département de recherche, développement et projets stratégiques internationaux au groupe Valéant Cosméderm. Sais-tu bien? Est-ce que je l'ai bien dit? Oh oui, parfait. Parfait. Isabelle Villeneuve, merci d'être encore à nouveau ici à Laval et compagnie. Merci. Il y a quelques mois, on s'était jasé de différents produits. Maintenant, il faut jaser un peu de... Parce que vous vous occupez depuis plus de 20 ans du développement des produits autrefois appelés Docteur Renault. Exactement. Maintenant, groupe Valéant Cosméderm. Qu'est-ce qui s'en vient de neuf dans vos produits? Plein de belles choses. En fait, moi, mon rôle, en tout cas au sein du groupe Valéant Cosméderm, et surtout pour la gamme Laboratoire Docteur Renault, c'est vraiment d'identifier les dernières technologies les plus performantes qui nous permettent vraiment de développer des solutions concrètes
lorsqu'il s'agit de vieillissement, problèmes de taches pigmentaires, des rougeurs, de la déshydratation, de l'acné, etc. Donc c'est vraiment ce à quoi je consacre mes journées, et souvent même plus que mes journées, là, parce que c'est vraiment une passion. Mais est-ce que vous êtes physiquement dans un laboratoire en train de faire des mélanges et trouver les prochains produits, c'est ça? Oui, oui, absolument. C'est sûr que oui, il y a du travail en laboratoire, mais il y a aussi beaucoup de travail à faire vers l'extérieur, de façon à identifier, à pouvoir... il y a beaucoup de relations à avoir avec le monde scientifique, le monde médical, etc., de façon à pouvoir aller chercher ces nouvelles technologies, les découvrir avant qu'elles arrivent sur le marché. Donc, c'est ça, là. Donc, vous êtes à l'avant des modes ou en tout cas des tendances plutôt que d'attendre la demande des clients, c'est ça? C'est ça. En fait, on équilibre un petit peu en étant à l'avant des tendances, toujours à l'affût des nouvelles choses qui sont intéressantes, bien sûr, pas des vagues passagères ou des modes, mais également, on écoute beaucoup le client et sa demande, bien entendu. Bon. Ceux qui ont manqué la première entrevue qu'on avait faite, vous et moi, vous faites des crèmes. Oui. Et quels autres produits vous faites aussi? Alors finalement, tous les produits nécessaires au maintien d'une belle peau, d'une peau le plus jeune possible, ou en tout cas d'apparence la plus jeune possible. Je vais vous poser une question comme ça. Pourquoi les annonces à la télévision pour des produits de peau, c'est toujours des jeunes filles de 20 ans qui n'ont pas besoin de ça? C'est quoi? Oui, hein, c'est ça, parce que c'est ça, la femme a tendance à s'identifier à ce qu'elle voit, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que la plupart des annonces sont faites avec des personnes très jeunes et ne sont pas vraiment tout à fait réalistes. Quelle sorte d'études vous avez suivies pour devenir spécialiste depuis 20 ans de ces produits-là? OK, alors moi, je suis française, hein, ça s'entend. Oui, c'est pas très difficile à découvrir. J'ai eu la chance de découvrir très tôt ma vocation, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une passion. Donc, j'ai étudié en biochimie, j'ai une maîtrise de biochimie. Et ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer ce qu'on appelle un Master 2 en France, en cosmétologie, vraiment spécifiquement pour apprendre encore plus sur la peau, la formulation, éventuellement aussi la mise en marché des produits, parce que c'est bien joli de développer des produits, mais il faut être capable de les mettre en marché. Voilà. La peau, on l'oublie trop souvent, c'est le plus grand organe du corps humain. Absolument. Est-ce qu'il est le plus résistant ou le plus fragile, en fait? Le plus résistant si on en prend bien soin. Ouais. Le plus fragile si on le laisse, par exemple, avec l'hiver qu'on vient d'avoir, très long et très froid, si on prend soin de sa peau, c'est sûr qu'elle va souffrir, elle va crier, elle va devenir sensible, irritable. Est-ce qu'on peut réparer les dommages? On peut, dans une certaine mesure, réparer certains dommages, effectivement. Prévenir aussi les dommages, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et de plus en plus, avec les nouvelles technologies, corriger l'apparence de certains dommages, oui. Les femmes ont ça en équipement standard, on va dire, de se crémer, mais pas les hommes. Est-ce qu'on voit une tendance maintenant chez les hommes à faire justement un peu plus attention à leur peau? Oui, je dirais qu'il y a vraiment une tendance et de plus en plus des produits sont développés spécifiquement pour les hommes et on connaît mieux les hommes aussi, leurs besoins, leurs attentes. Hein. Ils ne sont pas du style à avoir 15 produits dans leur salle de bain. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit efficace. Donc c'est ça, en ciblant les hommes, mieux les hommes, on développe des produits spécifiques pour eux. Et les produits de votre compagnie, on ne peut pas les acheter sur tablette, là? Non, effectivement. Nous, on a la chance de travailler avec les spas et les instituts de beauté. Alors, l'esthéticienne a toujours été au centre de nos activités et elle va le rester. Là, c'est quelque chose, pour nous, c'est un engagement qu'on a pris lors de la fondation de la compagnie il y a 50 ans, puisqu'on fête on a fêté en 2013 notre 50e. Donc, c'est vraiment... Et ce que ça nous apporte, finalement, c'est que chaque peau est unique. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a énormément de produits sur le marché. On est un peu perdu. Donc, l'esthéticienne est là pour vraiment identifier les besoins de chaque peau et recommander les produits les plus adaptés. Donc, c'est mieux de passer par un ou une spécialiste, dans le fond, et de se procurer ces différents produits. Absolument. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux produits avec ce printemps qui s'en vient? Oui. Il y a toujours beaucoup de produits qui fleurissent sur le marché avec le printemps, effectivement. OK. Puis si je veux me réparer le visage, des outrages de l'hiver, je fais quoi, là? Alors, il faudrait bien hydrater votre peau avec probablement un sérum hydratant et une bonne crème qui serait adaptée à votre type de peau. Et puis peut-être le contour des yeux aussi, parce que c'est une zone qui est beaucoup plus fragile, donc prendre un soin particulier pour cette zone-là. Non, c'est pour
ça qu'il faut aller voir une spécialiste. Exactement. Isabelle, merci beaucoup. Si vous voulez d'autres informations, bien sûr, sur la compagnie, c'est www.ldrenault.com. Vous allez avoir là tous les détails. Elle est du Valéant Groupe Cosméderm. Isabelle Villeneuve, merci. Merci Puis à une beaucoup, prochaine. Éric. Hein? Oui, absolument. À une prochaine. Merci. Au revoir. Chers auditeurs, mes salutations les plus cordiales. La vie culturelle lavalloise, elle est riche par la qualité de ses acteurs, de ses artistes. Mon nom est Jean-Jacques Lapierre et j'ai le plaisir d'accueillir des artistes lavallois, de vous les faire connaître. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer René Desmarais. René, mes salutations. Ça fait plaisir de te rendre. Bonjour, ça fait plaisir également. René, tu es un peintre lavallois, mais ça fait longtemps que tu fais de la peinture ici à Laval. Ça fait déjà une vingtaine d'années. Après ma retraite, moi, j'enseignais la chimie secondaire 5. À quel endroit? Au Collège Laval. Donc, les gens du Collège Laval vont te reconnaître. Ils vont me reconnaître. Ils vont être surpris parce qu'un professeur de chimie qui fait de l'aquarelle et de la peinture, pour eux autres, ça va pas ensemble. Donc, mais quelle idée que tu as eue de commencer à faire de la peinture? Comment c'est arrivé cette... Quand j'étais jeune, j'étais bon en dessin. Oui. Notre temps, nous, à tous les 2 semaines, on avait cours de dessin. Ah oui? Composition française l'autre semaine. J'étais bon. Donc, quand j'ai arrivé à ma retraite, je me suis dit, je m'en vais en art. En art. Là, j'ai fait le tour de symposium, d'exposition pour découvrir le médium qui m'intéresserait. Et ça tombait sur l'aquarelle. L'aquarelle? Oui. Ah bon. Est-ce que jeune, tu faisais du dessin, tu avais certaines habiletés, ou bien c'est quelque chose que tu as découvert par après? Non. Jeune, j'étais très bon en dessin. Très bon en dessin. J'ai même fait mes premiers revenus au noir. Ah bon? Parce qu'en 9e année, les élèves me demandaient, mes copains de classe me disaient, René, peux-tu finir mon dessin? C'était 25 sous. Dans ce temps-là, c'était de l'argent. Et à un moment donné, le professeur s'est aperçu qu'il y avait trop de démarrais dans sa classe. Ah oui. Ah ben c'est plaisant. Maintenant, René, tu as exposé dans plusieurs endroits. Tu as fréquenté beaucoup de symposiums ici à Laval puis dans la province. Quels sont les endroits où tu as exposé? Bien, j'ai exposé à la salle André Mathieu. J'expose présentement dans les bibliothèques de Laval. En juin, je serai à Sainte-Dorothée et en octobre, je serai à ce moment-là ici à Sainte-Rose, donc c'est dans les bibliothèques. J'ai exposé dans certaines galeries de Montréal, donc la galerie 1040 au Plateau, à plusieurs autres endroits comme ça, soit souvent en solo, quelquefois en duo, parce qu'il y avait un sculpteur que j'appréciais beaucoup. On partageait le studio et malheureusement, il est décédé il y a 3 ans. Alors, mais c'était ça. J'aimais beaucoup, comme on dit, j'en fais encore des expositions et beaucoup de symposiums, dont Kamouraska, Granby, Fredericksburg et particulièrement Sainte-Rose. C'est celui qui est vraiment le pivot dans la région de Montréal comme symposium. Bon, tu as tes peintures qui ont paru dans le calendrier des peintres de Laval également. Je pense à plusieurs reprises. Oui, j'ai eu des peintures là. J'ai eu des peintures dans ce qu'on appelait l'agenda Lavallois. L'agenda Lavallois. C'est ça, l'agenda qu'on avait dans le temps, là. Oui. Donc, j'avais des peintures dans ça ici. Ça, c'est publié par qui? Par le partage. Le partage, on a publié 7 agendas, comme ça ici. Et quand on est arrivé au 25e de l'atelier d'aquarelle de partage, dont je suis le président, on a publié, il y a 5 ans, ici, Laval à l'aquarelle. Ça, c'est un livre que vous connaissez, qui contient 80 maisons, endroits typiques de Laval, avec la petite histoire qu'il y avait là. Oui, c'est intéressant. Je sais que j'ai eu la chance de le feuilleter, de le regarder, et puis c'est très intéressant. Mais les gens, c'est l'atelier d'aquarelle de partage encore qui publie. C'est ça, qui publie ça, parce que nos membres contribuent à ce moment-là à l'illustrer en fournissant des aquarelles appropriées. Je sais que l'atelier d'art, le partage, est très reconnu. Mais qu'est-ce qui la distingue des autres organismes? En fait, le but, comme le nom le dit, le partage, c'est que nos artistes ne travaillent pas seulement chez eux, en studio, et ressortir pour une exposition. Nous, à tous les 2 semaines, on a des activités. Ça se fait maintenant à la place des aînés. Donc, à toutes les 2 semaines, on a des activités où soit qu'on a une démonstration. Donc, un grand aquarelliste va venir, pendant 3 heures, va nous montrer sa méthode, ses techniques et tout. D'autres semaines, on va peindre ensemble, on va travailler ensemble. Alors, dans ce moment-là, ça permet aux artistes de découvrir
soit de nouveaux produits, soit de nouveaux papiers, soit des fois une nouvelle technique ou des trucs. Et ça, c'est régulier. À tous les 2 semaines, on a ça. Et on a aussi un modèle vivant, ce qui permet aux artistes de sortir de leurs petites habitudes, comme on dit, paysages, fleurs et autres. On s'en va dans le modèle vivant, qui des fois sera nu, des fois sera habillé avec différents costumes. On a déjà fait avec un costume médiéval, on a déjà fait avec une dame qui avait des grands voiles et tout le kit. Donc, à ce moment-là, ça permet aux artistes de développer leur technique, d'aller voir d'autres choses que ce qu'ils font. Donc ça, c'est vraiment... Maintenant, vous êtes exigeant, l'atelier de le partage. Je crois que vous êtes très exigeant pour en faire partie quand même. Oui, on a deux paliers de membres. Alors, les aquarellistes qui ont déjà une certaine expérience, donc qui sont au niveau intermédiaire ou avancé, vont nous présenter un dossier pour devenir membre. Mais aussi, après un certain temps, on demande à nos artistes de passer au niveau supérieur, qu'on appelle le PAA, donc le peintre aquarelliste agréé. Alors, ceux-là, c'est vraiment nos artistes qui sont professionnels ou semi-professionnels. Alors, c'est ce qui fait que nos membres réguliers vont aspirer à devenir PAA, donc vont développer leur technique en conséquence. Alors, ils se donnent des cours, ils se donnent des ateliers. Alors, donc, on a une certaine exigence, mais ce qui compte pour nous, c'est vraiment les gens, la réunion des gens lors de nos ateliers. Donc, on ne veut pas avoir des artistes seuls, on veut un groupe. L'atelier, le partage, existe depuis combien de temps? 1983. 83. Oui. Qui l'avait fondé? C'est un... Oh, j'ai oublié le nom. C'est Laplante? Non, c'est... C'est Laplante arrivé par après. Et là, c'est pas grave. C'est ça. C'était fondé en même temps, c'est Jean-Paul Ladouceur. Ah, Jean-Paul Ladouceur, oui. Qui travaillait à Radio-Canada. Oui. Et là, il a réuni les graphistes, ceux qui travaillaient avec l'aquarelle. Et on a fondé à peu près la même année l'atelier d'aquarelle de partage. Cette année, on a fait notre 30e anniversaire en publiant ce livre-là ici, Aquarelle et anniversaire. Donc, ici, c'est 60 aquarelles avec, comme on dit, des textes. René, le temps nous presse. Maintenant, je voudrais que les gens sachent que si les gens veulent se procurer de tes peintures, ils peuvent consulter ton site. Tu as un site? Ils n'ont qu'à mettre sur de la recherche René Desmarais, artiste, et mon site va apparaître. Et puis, tu acceptes de vendre des peintures, je Oui, exactement. Oui, ça nous fait plaisir. Puis c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher parce qu'il y a de la bonne qualité. Il y a de la bonne qualité et pour moi, c'est, comme on dit, faire plaisir aux gens. C'est pour ça que je demande à des prix abordables. Alors, ils n'ont qu'à communiquer avec toi. Exactement. Et on invite les gens à se tenir au courant de tout ce qui se passe à l'atelier d'aquarelle, de partage et d'aller voir les artistes lors des expositions. Exactement. Ça va nous faire plaisir, comme on dit, de les recevoir. Alors, comme on dit, qu'ils aillent sur le site Atelier d'aquarelle de partage ou qu'ils viennent sur le site René Desmarais, art.qc.ca, puis ils vont voir de mes toiles, puis ils vont voir aussi ce qui se fait à l'Atelier d'aquarelle de partage. René Desmarais, ça a été un grand plaisir de t'accueillir. Merci de faire rayonner la culture et les arts à Laval. Merci. Merci beaucoup, René. Merci, c'était un plaisir. Un grand plaisir. La suite très attendue du film 300, dont le titre est 300, la naissance d'un empire, est sortie en salle depuis le 7 mars dernier. Et Nicolas Vincent-Poirier, on en avait parlé déjà que j'avais pas vraiment aimé le film 300. D'ailleurs, je m'étais endormie dans la salle de cinéma. Alors, oui, vas-y, convainc-moi que ce film-là est un bon film. Je peux pas te convaincre parce que si t'as pas aimé le premier, c'est sûr que tu vas pas aimer le deuxième. Évidemment, c'est la même formule. Même recette. C'est la même recette. Écoute, ce film-là, 300, quand il est sorti en 2007, les studios s'attendaient à faire 74 millions. En Amérique du Nord, s'il arrivait à 74 millions, ça aurait fait le bonheur total. Finalement, le film a fait plus de 400 millions au box-office international. Donc, c'était comme une espèce de surprise. J'arrive pas à le croire, personnellement. Il y a une raison pour ça, c'est que oui, les scènes d'action ralenties, oui, on l'a déjà vu dans La Matrice,
Mais disons, le contexte dans 300, c'est bien différent. Et visuellement, le look est très beau aussi. C'est très beau visuellement, je dois dire. Et c'est un peu la même recette aussi esthétiquement pour le deuxième. Si oui, c'est sûr. Tu ne veux pas détruire ou changer une formule gagnante. C'est le même principe avec Lendemain de veille. On a aimé le premier, le deuxième arrive. Oui, c'est la même chose que le premier. On ne veut pas changer une recette qui fonctionne. C'est comme ça dans n'importe quelle série. Nicolas, j'ai juste vu la bande-annonce et j'ai pas réussi à passer au travers du 2 minutes 30 de la durée de la bande-annonce. Ça va être difficile pour toi de passer à travers l'heure 40 c'est du film. absolument impossible. C'est sûr que c'est impossible. Je trouve, est-ce que je me trompe? Ça a l'air plus d'un film de gars. C'est typique, là, avec des batailles puis du sang. C'est sûr que c'est plus un film de gars, mais bon... Il y a autant des filles que des gars ont aimé le premier, donc pour ceux qui ont aimé le premier, il y a des bonnes chances que le deuxième soit très agréable aussi. Il y a une petite histoire d'amour là-dedans. Ah, une petite comme ça, là, vraiment, il n'y a pas grand-chose. C'est plus une histoire de sexe, ça se peut-tu? Ah, oui, mais c'est juste pendant un tout petit moment dans le film. OK. Mais bon, pour ceux qui l'ont aimé en 2007, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était un peu nouveau, ce genre-là, à l'époque. Donc, s'il y en a qui s'attendent à avoir quelque chose de vraiment nouveau par rapport à celui qui a été fait en 2007, ben non, c'est vraiment la même formule. C'est pas Zack Snyder qui l'a réalisé par contre, parce que lui était en train de faire le film Man of Steel qui est sorti l'été passé quand ce film-là était en production. Et ce qui est drôle, c'est que cette histoire-là, c'est basé sur une bande dessinée de Frank Miller. Et Zack Snyder, lui, c'est un gars de publicité. Il a fait de la pub, il a fait des vidéoclips. Et c'est censé être son premier film. Il a fait L'Autre des damnés avant de faire ce film-là, 300. Et il y avait un petit budget, on parle de, je pense, c'est 65 millions de dollars pour le premier. Et ils ont même récupéré des armes et des accessoires de d'autres films comme Troy et Alexandre, justement, pour économiser. Et finalement, bon, gros succès surprise. Et là, ce qui est arrivé pour le deuxième, on a été voir Frank Miller. Et Frank Miller, il avait fait seulement la première bande dessinée. Et pour le film 300, les plans ont été reproduits parfaitement selon la bande dessinée. Okay. Et là, on lui a dit, écoute, ça a bien pogné 300, ça serait le fun que tu en écrives un deuxième pour qu'on puisse en faire un deuxième puis dire que c'est encore basé sur une bande dessinée de Frank Miller. Donc, il s'est dépêché à en écrire un autre. Et finalement, la bande dessinée n'est pas encore parue à ce jour. Oh, OK. Oui. Donc, il a mis tous ses efforts sur le film. 100 millions de budget, quand même. Oui, 100 millions. Il y en a qui disent un petit peu plus de 100 millions. Et jusqu'à date, ça leur a rapporté 132 millions au box-office international. Et voilà. 45 millions en Amérique du Nord. Et Sullivan Stapleton, qui a le rôle principal, bien, il a signé pour une suite. J'en doute pas. C'est sûr, comme c'est tout à fait normal dans ce type de film-là. Et moi, j'ai bien apprécié ce film-là. C'est pas un film qui se prend trop au sérieux. Moi, j'ai été le voir en IMAX 3D et c'est vraiment... c'est beau à voir. C'est rare que tu aimes le 3D en plus. Mais donc, il devait vraiment être bien fait. C'est épique, c'est le fun, c'est bien fait. Mais encore une fois, si vous n'avez pas aimé le premier, perdez pas votre temps et votre argent à aller voir le deuxième. Ça sert à rien. Mais dis-moi donc, on parlait de ça tout à l'heure avant d'être en ondes. Gérard Butler, est-ce qu'il a refusé le rôle? Est-ce qu'on lui a offert, tu crois? On lui a offert. C'est que ce film-là, dans le temps de l'histoire, ça se passe avant, pendant et après les événements du film original. Donc oui, il y aurait eu, je présume, besoin de Gérard Butler pour certaines scènes, mais lui, il a refusé parce qu'il a dit que c'était pas son genre. Et pourquoi il a refusé? Bien, c'est peut-être un petit peu normal. Écoute, l'entraînement intensif qu'il devait avoir. Écoute, OK, c'était pas parce qu'il trouvait que le scénario était mauvais ou quelque chose comme ça? Peut-être que oui, je ne sais pas là-dessus, mais par contre, si on regarde un peu son entraînement, écoute, 8 semaines avant le tournage, il s'entraînait à tous les jours. Et il n'y avait jamais un exercice de pareil pour justement pas que le corps puisse s'habituer. À un moment donné, il y a des limites. Oh, mon là. Dieu! Mais Sullivan Stapleton ne reprend pas le rôle de Gérard Butler. C'est un autre personnage. C'est un autre carrément. personnage et ça se passe en même temps que le premier. C'est spécial, ça. C'est spécial. Et surtout que le premier a été fait il y a presque 10 ans et certains personnages, certains acteurs comme Lena Headey, qui était là dans le premier, ça fait presque 10 ans, puis elle reprend son rôle comme si ça se passait comme en même temps. Donc, c'est... Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey et Rodrigo Santoro. Oui, qui fait le méchant. Tu as aimé leur performance? Ils sont tous très bons. Eva Green est particulièrement bonne. Bon, bien, allez voir ça, 300, la naissance d'un empire.
Merci, Nicolas. Bonne comédie romantique. Oui, c'est ça. Ça termine notre émission. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des informations à nous demander, il y a différentes façons pour nous joindre ici à Laval et compagnie. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005, par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Et puis, je veux remercier ces différents invités qui ont fait un détour par notre studio. D'abord, M. Claude Chevrette d'Écono, il y a Isabelle Villeneuve de groupe Valéant Cosméderme et M. René Desmarais. Nos chroniqueurs, Sarah Bibeau, Ghislain Plourde, Véronique Angélil, Odile Chevassu, Jean-Jacques Lapierre, Anne-Marie Kirouac et Nicolas Vincent Poirier. Et puis notre maquilleuse. Fanny, qui a gagné un concours de coiffure hier. Oui, c'est vrai. Félicitations, Fanny. Félicitations à Fanny. Et puis, il y a aussi Manon Lemieux qui s'occupe de la coordination et de la recherche de cette émission. Et puis, bien sûr, nos caméramans, c'est-à-dire Daniel et Pascal, et notre réalisateur Alain Huppé. Merci à tous. Merci à tous. Merci aussi à vous de nous regarder comme ça chaque semaine. Alors, on termine ça? Je vais quitter pour quelques semaines. Oui, je le sais encore. Je ne pourrais pas être là, mais on va se retrouver dans 3 semaines. OK, mais c'est correct. Qu'est-ce que tu veux? Je vais t'attendre. Vas-tu être capable? Oui, je vais être capable. Vas-tu être capable de faire l'émission sans moi? Là? Je sais que... Ça va être dur, mais je vais me forcer. OK. Hein? OK, parfait. Et pour terminer, n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Je vous souhaite une bonne semaine, puis à la semaine prochaine, puis toi, bonne dans 3 semaines. Ben oui. Bye tout le monde. Bye.